Le consensus d'experts relatif au diagnostic des tumeurs graisseuses exclut très tôt cette gamme des lésions graisseuses profondes à reconnaître en imagerie parce qu'ils sont hors sujet pour savoir s'il s'agit d'une tumeur bénigne ou maligne. Ces lésions reconnaissables sont forcément bénignes. Nous allons successivement lister ces différentes entités en disant comment le radiologue doit impérativement les reconnaître et en affirmer la nature sur son compte-rendu. Commençons par l'hibernome. Il s'agit d'une tumeur bénigne comportant de la graisse brune d'origine fétale mais persistante à l'âge adulte. Ces dépôts de graisse brune persistent en général à la racine des membres, que ce soit dans les cuisses ou à la ceinture scapulaire. Sur un plan histologie, on parlera d'une masse encapsulée bien limitée, comportant une graisse brune reconnue par les histologistes, et c'est un point important, cette graisse est richement vascularisée, comportant même quelques petites cloisons. En fait, il peut exister un contenu tissulaire. Au total, en imagerie, on aura donc une graisse très particulière et en fait reconnaissable sous la forme de quelque chose de très hyper intense en T1 et donc d'assez rassurant. Le T1 ou T2 fat du Dixon permettrait de l'affirmer, mais effectivement, le signal est un peu plus faible que celui du tissu sous-cutané, c'est le propre de la graisse brune. En pondération T2, un voile d'hyperintensité relativement homogène est noté posé sur ce tissu qui devrait être fatsaté. Et après injection, on l'a dit, c'est une particularité histologique, une prise de contraste relativement significative est notée là encore de façon assez diffuse. Quoi qu'il en soit, cette hyperintensité T1 et la présence de graisse qui est prouvée par cette séquence ou encore mieux par un T1 fat, eh bien, va nous orienter vers un diagnostic d'hibernome. En général, quand on le suggère, eh bien, on ne se trompe pas, mais parce que nous dérogeons à cette bonne vieille règle qu'une tumeur graisseuse bénigne est purement graisseuse et que la présence d'atypie et d'une prise de contraste indique un prélèvement, eh bien, ces hibernomes doivent bénéficier systématiquement d'une biopsie qui, en général, confirme le sentiment du radiologue expérimenté. Au total, c'est toujours une bonne nouvelle pour le patient porteur de cette lésion. Deuxième entité à connaître, la lipomatose des nerfs, c'est l'amartome fibrolipomateux des nerfs qui est volontiers localisé aux mains et poignets avec une très forte prédilection pour le nerf médian, 85% des cas, plus rarement d'autres nerfs, que ce soit à l'avant-bras ou à la main ou aux membres inférieurs, comme sur le nerf sciatique par exemple. Ce qui est intéressant à connaître, c'est que ces amartomes fibrolipomateux des nerfs s'associent dans près de 50% des cas avec une macrodactylie portant souvent sur un rayon des doigts. En histologie, on le sait, le nerf est tout simplement infiltré par du tissu graisseux interfasciculaire qui sera à l'origine d'un élargissement diffus du nerf, les fibres nerveuses étant préservées. Malheureusement, l'hyperpression intraneurale peut être à l'origine de symptômes avec retentissement nerveux. Sur un plan clinique, le diagnostic est souvent fait relativement tôt dans la vie des patients concernés. On considère donc que le diagnostic est fait dans la vingtaine ou avant 40 ans. Bien entendu, si une macrodactylie est présente, eh bien, le diagnostic sera encore plus précoce. Cliniquement, une masse peut être perçue en regard du canal carpien. On l'a dit, les symptômes neurologiques sont en fait rares, allant d'une forme parfaitement asymptomatique vers une forme très gênante dans laquelle une libération du canal carpien pourra déjà donner un peu d'espace aux fascicules nerveux concernés. Au total, sur un plan de l'imagerie, eh bien, on reconnaîtra exactement la même chose qu'en histologie, un élargissement du nerf, une préservation des fascicules nerveux, infiltrés tout simplement par du tissu graisseux interfasciculaire. Le diagnostic est extrêmement facile quand on en a l'expérience. Nous en avons terminé avec la lipomatose des nerfs. Parlons maintenant des tumeurs synoviales, en rappelant qu'il en existe trois types principaux que sont le lipome arborescent, justement, qui correspond à une métaplasie graisseuse intrasynoviale dans un contexte d'arthropathie chronique, l'ostéochondromatose synoviale primitive qui correspond à une accumulation de petits ostéochondromes au sein de la paroi synoviale puis dans la lumière articulaire, et enfin la synovite vilonodulaire, hors sujet également aujourd'hui, sous la forme d'une prolifération d'un tissu anormal riche en hémosidérine qui peut
atteindre le tissu synovial de façon diffuse ou plus focale, en particulier au sein du genou. On rajoute parfois à cette gamme des 3 tumeurs synoviales la malformation veineuse synoviale avec cet aspect en sac de verre, mais qui est en fait assez peu spécifique du tissu synovial. Il y est un peu par hasard, mais c'est vrai avec une certaine prévalence autour du genou. Quoi qu'il en soit, nous allons aujourd'hui nous recentrer sur le lipome arborescent pour rappeler qu'il est l'apanage de l'adulte, souvent d'âge mûr, qu'il est dit idiopathique mais s'associe fréquemment à une arthropathie, inflammatoire et même fréquemment mécanique, que les formes bilatérales sont de fait relativement fréquentes et que ce lipome arborescent traduit une métaplasie graisseuse de la synoviale avec en histologie une déformation vileuse de la surface synoviale, c'est-à-dire un aspect très irrégulier, très frangé, très caractéristique et qu'il faut savoir repérer. Un épanchement articulaire est fréquemment associé, soit parce qu'il existe une cause commune à l'épanchement et à la métaplasie graisseuse synoviale, soit parce que cette métaplasie, ce lipome arborescent, se met à suinter dans l'articulation. Là encore, comme dans la synovite vilonodulaire et l'ostéochondromatose, l'atteinte peut être focale, on montre souvent ces formes du récessus sous-quadricipital, mais elle peut également être plus diffuse et atteindre tant la partie antérieure et postérieure de l'articulation du genou. Voici un exemple de forme focale, ici dans le récessus suprapatellaire, avec d'emblée, sans avoir besoin de la pondération T1, un aspect frangé, parfaitement reconnaissable, très irrégulier, de petites franges qui viennent de l'arrière et partent vers l'avant au sein de la lumière articulaire. On pourrait se demander s'il s'agit d'une ostéochondromatose synoviale primitive, mais cet aspect relativement linéaire de petites franges parallèles, de petites villosités en direction de la lumière est déjà très évocateur. Voici l'aspect dans le plan axial, voici l'aspect dans le plan coronal, mais c'est bien la pondération T1 qui permettra d'affirmer le diagnostic grâce à l'hyperintensité spontanée de ces petits nodules qui ne seraient pas présentes, cette hyperintensité, dans le cadre de l'ostéochondromatose, de la synovite vilonodulaire ou pourquoi pas de grains de riz dans une arthropathie inflammatoire chronique. Une forme diffuse existe. Attention de garder un œil sur la partie postérieure de l'articulation quand même. Les lésions ne siègent pas qu'exclusivement dans ce récessus suprapatellaire. Et en voici un exemple avec une atteinte, comme nous l'avons montré précédemment, antérieure et supérieure, mais aussi postérieure, avec une extension ici dans un petit kyste mucoïde antérieure au pied du ligament croisé antérieur. Voici donc une forme diffuse et manifestement plus difficile à traiter de lipome arborescent chez un patient porteur d'une arthropathie chronique. Là encore, l'aspect est tellement spécifique en imagerie grâce à cette pondération T1 que bien sûr la biopsie n'est pas requise. Attention que dès qu'il y a du tissu synovial quelque part, il peut y avoir ces maladies synoviales. Et voici un exemple original, en fait assez rare, chez un patient jeune d'une vingtaine d'années avec masse gênante du dos du pied. Quand on regarde cette lésion, elle est bien graisseuse en pondération T1. Elle est peu spécifique en T2. Il n'y a pas d'écho de gradient et d'hémosidérine sur l'écho de gradient qui orienterait vers une synovite vilonodulaire. Par contre, en termes de localisation, elle est circonférentielle en cocarde autour du tendon tibial antérieur. Sa localisation synoviale est très claire. Il s'agissait bien d'un lipome arborescent de la gaine du tendon tibial antérieur. Les chirurgiens nous avaient tordu le bras pour biopsier et bien sûr, le résultat de la chirurgie était celui que nous suggérait l'imagerie. Autre forme de tumeur graisseuse à connaître et reconnaître sans la moindre ambiguïté, le lipome parostéal qui touche les adultes, quel que soit leur âge, dans notre expérience plus fréquemment autour de 30 à 40 ans. Les localisations de ces lipomes parostéaux sont la diaphyse et la métaphyse des os longs, en particulier à la cuisse, à la jambe ou aux avant-bras, mais nous avons vu récemment une forme costale. Sur un plan histologique, il existe une masse graisseuse apposée à l'os avec, en fait, fréquemment, une réaction osseuse sous-jacente sous la forme d'un pédicule, souvent en continuité avec le tissu spongieux comme le serait une exostose, et un aspect irrégulier un peu en chou-fleur, exactement comme l'os porteur de la coiffe cartilagineuse au sein d'une exostose. La similitude est en fait assez frappante avec l'exostose en imaginant que une coiffe graisseuse remplace dans le lipome parostéal la coiffe cartilagineuse de l'exostose. En imagerie, tout est dit, on a un pédicule, un petit chou-fleur d'implantation et un lipome posé dessus dont
La nature graisseuse est bien sûr prouvée par la pondération T1 où le scanner, on constate bien que la densité de cette coiffe est la même que celle du tissu sous-cutané. Au total, l'aspect peut être affirmé sur l'imagerie, il s'agit bien d'une lésion bénigne, pas besoin de biopsie. Voici la forme costale que nous évoquions d'une lésion appendue à une côte, déformant cette côte avec une coiffe qui peut être en fait inquiétante, mais quand on voit cette prolifération graisseuse en surface, on se rassure. C'est un signe de bénignité et cette association nous permet d'orienter très fortement le diagnostic et de rassurer tant le chirurgien que la patiente. Dans le cas présent, cette masse était gênante. Elle avait bénéficié d'une chirurgie d'exérèse qui avait confirmé notre diagnostic. Autre tumeur graisseuse profonde à connaître et reconnaître de façon formelle par l'imagerie, l'élastofibrome dorsi, même s'il s'agit d'une tumeur en fait fibreuse bénigne dans la classification de l'OMS. La localisation est très principalement l'espace scapulo-thoracique. La découverte se fait souvent entre 50 et 70 ans. Des localisations autres, relais crâniennes ou ischiatiques, sont en fait exceptionnelles. Ce qu'il faut savoir, car c'est un argument fort pour le diagnostic, c'est que l'atteinte est bilatérale dans plus de 50% des cas. Sur un plan clinique, les gens se plaindront soit d'une masse palpable, souvent sous la pointe de l'omoplate, soit d'un ressaut du fait d'un accrochage dynamique de l'espace scapulo-thoracique, mais attention, la découverte est en fait très fréquemment fortuite sur un scanner thoracique par exemple. En imagerie, ce que l'on devra reconnaître, c'est une association de deux choses. La première, c'est une striation par de petites fibres orientées souvent vers l'avant et le dehors, parallèles, donnant un aspect peigné à notre lésion, avec à l'interface entre les striations hypo-intenses, un contenu graisseux parfaitement reconnaissable. Cet aspect, bien sûr, est souvent bilatéral, on l'a dit, parfois à minima, mais il faut savoir le rechercher par l'imagerie. Voilà un exemple d'un patient porteur d'une déformation d'un côté, à droite, ici, sous l'omoplate. Lorsqu'il levait l'épaule, la masse faisait saillie, il y avait un petit ressaut. En échographie, on avait bien une lésion hyper-échogène sous la pointe de l'omoplate. Et lorsqu'on regardait l'imagerie disponible, un scanner qui était dans son dossier, on retrouvait bien l'association d'un aspect peigné, strié de la lésion avec contenu graisseux à l'interface. Une IRM avait été réalisée, confirmant l'association d'une striation et d'une hyperintensité en pondération T1. L'aspect est formellement celui d'un élastofibrome dorsi et cette lésion ne doit pas se biopsier, il faut bien le refuser, même quand il existe une inquiétude de la part des chirurgiens. C'est notre rôle, nous, de radiologues, d'en affirmer le diagnostic. Je terminerai par une entité plus rare, la lipomatose, multiple et systémique de Launois-Bensaoudé. Le terrain est en fait assez variable, mais il faut le dire, c'est souvent l'homme de plus de 50 ans, volontiers éthylique, qui est concerné. D'autres troubles métaboliques peuvent être associés et pourront être recherchés, que ce soit une hyperuricémie, une hypertriglycéridémie ou une hyperglycémie. Il existe en fait deux formes. Le type 1 qui touche des sujets maigres avec masse graisseuse multiple en région cervicale et thoracique, et le type 2 touchant des sujets d'apparence obèse avec atteinte beaucoup plus diffuse des différents espaces graisseux. En imagerie, on confirmera l'existence d'une accumulation de lipomes au cou et au thorax, comme on le voit dans le cas présent, dans un article tiré de la littérature. Ces lipomes peuvent être encapsulés ou ils peuvent prendre une forme beaucoup plus infiltrante dans les formes très sévères. Des compressions des pédicules vasculo-nerveux ou des voies aérodigestives supérieures peuvent se rencontrer, indiquant donc une chirurgie de décompression chez les patients concernés. Au total, le premier point fort à retenir de ce module est que la gamme des tumeurs graisseuses profondes bénignes à reconnaître doit être maîtrisée par le radiologue. Effectivement, ces lésions n'entrent pas dans le cadre du consensus d'experts de 2021 qui les exclut d'emblée de l'algorithme. Pour ce faire, ce sera le troisième point fort. Le radiologue a à sa disposition des signes très spécifiques qui permettent effectivement de les reconnaître formellement.